Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Thibaut Gandouli, qui a écrit un livre que nous avons présenté dans Royaliste voici quelques mois. Thibaut va nous présenter ce livre et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Cher monsieur, vous avez la parole. Alors, bonsoir, merci à nouveau pour votre invitation. C'est un livre qui est paru en février dernier, qui m'a pris 2 ans et demi. Alors d'abord, avant de détailler la vie du comte de Paris, comment je suis arrivé à écrire sur ce prince. C'est un peu par hasard, parce que avant ce livre, j'ai écrit une biographie de Paul de Cassagnac, un député journaliste bonapartiste. Et cet homme politique bonapartiste admirait le comte de Paris, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à ce personnage qu'il avait admiré. Ça m'avait un peu intrigué, aimant beaucoup ce Paul de Cassagnac. Et j'ai trouvé que c'était un personnage, donc le comte de Paris, intéressant et puis laissé dans l'ombre, puisque finalement, il n'y a eu aucune biographie moderne sur lui. À l'ombre du comte de Chambord, qui lui qui a eu droit à plusieurs publications. Le comte de Paris, j'ai pu découvrir un véritable intellectuel, un homme avec une grande hauteur d'esprit, et une vie très intéressante, riche, et qui permet aussi de voir l'évolution du parti royaliste. Ce comte de Paris, c'est le petit-fils de Louis-Philippe. Il naît en 1838 aux Tuileries. On a des tableaux du comte de Paris enfant, que je vais mettre à l'écran. Il naît, je disais, en août 1838 aux Tuileries, le fils du duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe, et de la duchesse d'Orléans, d'origine allemande, qui s'appelle Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Philippe d'Orléans, donc est le fils aîné. Il a un petit frère qui naît 2 ans plus tard, en 1840. Et il passe son enfance entre Paris, les Tuileries, et puis la Normandie, au château d'Eu, château que possède donc son grand-père. L'événement marquant de l'enfance, c'est la perte du père, la mort du duc d'Orléans, qui disparaît lors d'un accident, avec à bord d'une petite calèche tirée par les chevaux. Les chevaux s'emportent, il est projeté hors de la calèche, c'était à Paris, et il se fracasse le crâne contre le sol. Il décède dans une maison d'épicier à proximité. Donc on a quelques témoignages sur la réaction de l'enfant, qui a alors pas tout à fait 4 ans, enfin autour de 4 ans. Et on lui annonce pas tout de suite la nouvelle, et puis il finit par comprendre que son père est décédé, puisqu'il est étonné de ne pas voir le domestique dans les appartements de son père. Et puis quand il entend le canon tiré pour les funérailles de son père, il voit sa mère pleurer, il appelle son père, comme il en a l'habitude, appelez papa, maman n'est pas bien, et il voit sa mère s'évanouir. Donc c'est l'événement marquant de son enfance. Ça lui fait un point commun avec sa mère, qui a rapidement été orpheline. Bon, lui gardera sa mère, mais dans les 2 cas, on a en tout cas le comte de Paris, le père, la duchesse d'Orléans, le père et la mère, qui disparaissent rapidement. Son enfance après se passe assez tranquillement, en tout cas jusqu'à la Révolution de 1848. Il se révèle sur le plan de la personnalité être un enfant très introverti, le trait peut-être de trop, mais peu expansif, réfléchi, gardant ses sentiments pour lui. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, qui se déroule à Noël.
c'est Noël 1844. On lui a offert de Paris un cabinet de physique qui est mis au pied du sapin. Et quand on lui annonce donc les cadeaux, il reste tranquillement à lire son livre, disposition d'esprit qui plaît beaucoup à sa mère, donc au lieu de se précipiter vers les cadeaux. On lui donne comme précepteur un philologue, professeur au Collège de France, qui s'appelle Adolphe Régnier, avec qui il entretient de très bons rapports, et ce précepteur sera toujours très élogieux sur les capacités intellectuelles du comte de Paris. Il le décrit comme très sérieux, très intelligent. Et puis ce précepteur remplace un petit peu la figure paternelle, comme pour le Philippe en quelque sorte. Lorsque la révolution de 1848 éclate, il a 10 ans, enfin pas tout à fait 10 ans, il va sur ses 10 ans. Il suit sa mère à la Chambre des députés où donc la duchesse d'Orléans réclame la régence pour le duc de Nemours, un des fils de Louis-Philippe, l'oncle du comte de Paris. Donc. Et dans le tumulte, assez rapidement, puisque la foule envahit la chambre, il est séparé de sa mère. Il est pris en charge par 2 hommes qui l'amènent aux Invalides, où il retrouve sa famille. Et durant le trajet donc de la Chambre des députés aux Invalides, il réclame son précepteur, auquel il est très attaché, ce qui va susciter les moqueries de quelques journalistes qui mettront dans la bouche de l'enfant les mots « je veux régner », mais pas dans le sens qu'il veut exercer le pouvoir, mais dans le sens où il veut son précepteur qui s'appelle Régnier. Donc ce « je veux régner ». Et bon, la famille quitte la France. Louis-Philippe, son épouse et certains proches s'installent en Angleterre, tandis que la duchesse d'Orléans s'installe en Allemagne avec ses enfants à Eisenach, donc où vit les grands-parents, enfin la duchesse, pardon, parce que les grands-parents sont décédés, la duchesse de la tante de la duchesse, l'oncle et la tante de la duchesse d'Orléans. En 1850, alors ils font des allers-retours entre l'Angleterre et l'Allemagne, l'Allemagne qui n'est pas encore unie. Ils font des allers-retours entre l'Angleterre et l'Allemagne, donc voir la famille Louis-Philippe et les oncles. C'est en Angleterre que le comte de Paris reçoit sa communion, et il y voit une dernière fois Louis-Philippe qui décède en 1850. Donc le comte de Paris a alors 12 ans. Et ils comptent poursuivre leur éducation ensuite en Angleterre avec Adolphe Régnier qui est toujours là, le précepteur, mais d'autres professeurs plus spécialisés pour compléter l'éducation, dont Étienne Allaire, qui en quelque sorte s'impose comme comme le principal précepteur avec Adolphe Régnier, et le général Trézel, qui est un vieux militaire borgne qui a perdu un œil lors des guerres napoléoniennes et qui lui fait des cours d'histoire militaire, avec lequel il visite des champs de bataille, par exemple, dans toute l'Europe, comme Leipzig ou Waterloo. L'enfance et l'adolescence se terminent en quelque sorte avec le décès de la duchesse d'Orléans en 1858. Le comte de Paris a alors 20 ans. Et ils sont donc à cet âge-là, le comte de Paris et son frère orphelin. Ils vont rapidement s'embarquer dans des voyages après ce décès. Dès 1859, le frère fait une sorte de service militaire en Italie, enfin rentre à l'école militaire de Turin, participe brièvement à la campagne des Français des Piémontais contre l'Autriche. Et ensuite, tous les deux, ils partent en Égypte, en Palestine, en Syrie, où ils visitent les villes de Jérusalem, Damas, des sites antiques avec des archéologues, en Égypte notamment. Le voyage sur lequel le comte de Paris a laissé nombreux écrits, des livres, 2 livres manuscrits volumineux qui sont conservés aux archives nationales.
Et ensuite, après leur retour en Europe, ils repartent à peu près un an plus tard en Amérique, cette fois pour participer à la guerre de sécession. Alors le duc d'Orléans, pardon, le duc de Chartres, le frère du comte de Paris, a fait ses armes, a pu montrer sa valeur lors de la campagne contre l'Autriche. Et le comte de Paris est déçu d'être resté dans l'inaction. Et il exprime ce désir à travers ses lettres de montrer sa valeur, de faire ses preuves, montrer qu'il est digne, comme il le dit dans une lettre, du titre qu'il porte. En tant qu'héritier, enfin chef de la maison d'Orléans, petit-fils de Louis-Philippe. Donc c'est pour ça que, c'est entre autres pour ça qu'il voit dans l'Amérique une occasion de prouver sa valeur, ce qui chagrine certains royalistes français membres de la famille, comme la grand-mère Marie-Amélie, qui est toujours à cette date-là en vie. Mais il lui explique que les armées européennes lui sont fermées puisqu'elles ont un souverain à leur tête, alors qu'il est libre d'entrer dans l'armée nord-américaine, et puis le combat anti-esclavagiste n'est pas pour lui déplaire. Il part avec son oncle Joinville, qui a son fils dans l'armée nord-américaine, ce qui lui donne des facilités. Il s'illustre sur le champ de bataille. Alors, il est affecté comme aide de camp du général McClellan. Donc, il le suit en tant qu'aide de camp et il s'illustre quand même puisque McClellan rapportera qu'il a courageusement apporté un ordre de mission en traversant un ravin cible de tir de canon. Et donc il fait ses preuves, mais il ne reste pas très longtemps en Amérique puisque l'entrée en guerre de la France au Mexique complique les choses pour la famille et il risque de se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de son pays d'origine, la France, qui intervient au Mexique, et les États-Unis, enfin les États nord-américains, souhaiterait que la France quitte le théâtre d'opération au nom de la doctrine Monroe, dont l'idée centrale est que l'Amérique doit rester l'affaire des Américains. Donc il quitte l'Amérique au cours de l'année 1861. Il y sera resté plusieurs mois. À son retour en Angleterre, il s'intéresse à la question sociale en visitant par exemple des usines, en fréquentant des ouvriers comme à Manchester, et il se marie aussi avec sa cousine Isabelle d'Orléans, fille de Montpensier. Puisqu'à l'époque on n'était pas encore très conscient des problèmes liés à la consanguinité. C'est un mariage au sein de la famille, mais c'est aussi quand même un mariage d'inclination, puisque il exprime quand même ses sentiments dans une lettre dédiée à sa grand-mère, où il lui fait part de son bonheur, de sa joie quand la famille donc de sa cousine Isabelle lui donne l'accord. Et quand il reçoit celui évidemment de sa cousine. Donc il se marie en 1864 et ils auront ensemble 8 enfants, dont deux en Angleterre, donc avant le retour en France. L'aînée Amélie, qui sera la dernière reine du Portugal, née en 1865, et puis le petit duc d'Orléans, futur Philippe VIII, né en 1869. Alors je dis quelques mots sur la comtesse de Paris, parce que c'est quand même une personnalité originale. Alors, on a des témoignages qui datent des années 1870-1880, qui paraissent peu flatteurs à première vue, mais intéressants. C'est par exemple le marquis de Breteuil, une personnalité royaliste, l'a décrit comme ayant des manières d'homme. Elle fume et elle boit, dit-il, comme un officier de hussards. Et se sert, je cite, d'expressions déplacées dans la bouche d'une femme. Et elle partage aussi une grande passion pour la chasse avec son mari. Et en Espagne, on a vers la fin des années 1880, début des années 1890, donc bien plus tard, elle fera construire une arène en bois
où elle s'amusera à piquer le taureau à cheval, ce qui était considéré comme n'étant pas vraiment des manières de femme. Dans cette arène, d'ailleurs, elle faisait monter à cheval des personnalités royalistes qui se rendaient en Espagne, et elle s'amusait en les voyant effrayés, puis les prenait en photo une fois qu'ils étaient descendus de cheval au retour de l'arène. Elle se montrait extrêmement sévère, cette comtesse de Paris, envers ses enfants. La reine, enfin la future reine Amélie, aurait été en particulier la cible privilégiée de ses courroux. Et puis le duc d'Orléans, d'après son secrétaire, aurait été attaché plusieurs fois au pied de son lit quand il était petit, pour qu'il travaille sérieusement et qu'il évite d'aller faire le polisson dehors. Donc je reviens à la vie du comte de Paris. Je dis qu'il s'intéressait aux questions sociales, notamment donc c'est à l'occasion de la crise du coton, puisque les États-Unis étant en pleine guerre civile, les approvisionnements de coton dans les manufactures anglaises cessent, et ce qui met de nombreux ouvriers au chômage. Et il consacrera des ouvrages à la question ouvrière, à la question sociale. Et il y rencontre, à l'occasion de ses visites donc en Angleterre, il rencontre le futur ministre républicain Jules Simon, un des pères fondateurs de la Troisième République, qui restera son ami même donc bien plus tard, et qui fera un article plutôt élogieux au décès du comte de Paris. Jules Simon, qui plaçait ses opinions libérales quand même au-dessus de ses opinions républicaines, et qui se montre assez ouvert d'esprit. Il éprouve en Angleterre une très forte hostilité à l'égard du Second Empire de Napoléon III. Napoléon III qu'il considère être un aventurier dangereux qui va emmener la France au désastre. Et lorsque la guerre contre la Prusse éclate en 1870, il souhaite néanmoins se joindre avec d'autres membres de sa famille à l'armée française, donc pour défendre le pays, ce qui lui est refusé, ce qui l'attriste. Alors son frère, le duc de Chartres, et son oncle Joinville iront quand même clandestinement en France, s'enrôler dans l'armée sous des noms d'emprunt. Le comte de Paris restera en Angleterre, il suivra attentivement cette guerre, et jusqu'au bout, il croira à une possible victoire de la France, en se faisant quand même quelques illusions. Après la chute de Napoléon III, c'est une assemblée largement dominée par les royalistes qui est élue. Puisque sur près de 700 membres, on en a plus de 400. Dont en majorité une légère majorité d'orléanistes par rapport aux légitimistes. Donc 2 tiers de royalistes qui ouvrent un boulevard à une possible restauration, donc en faveur du comte de Chambord. Alors ils sont toujours la cible les Orléans des lois d'exil qui ont été votées en 1848. Donc la première tâche des Orléans et de leurs partisans est de faire abolir ces lois d'exil. Ils obtiennent cette abrogation de la part des légitimistes, mais en échange d'une, j'utilise le terme à l'époque entre guillemets, une soumission à l'égard du chef de la Maison de France, donc le comte de Chambord. Le comte de Paris doit s'engager à faire une visite au comte de Chambord et à ne pas se porter comme compétiteur au trône. Cette visite donc que réalisera le comte de Paris était prévue dès 1871, mais va être reportée parce que le comte de Chambord fait vite paraître un premier manifeste dans lequel il se déclare en faveur du drapeau blanc, donc rejetant le drapeau tricolore comme étant le drapeau de la Révolution. Et le comte de Paris ne veut pas être associé à cette histoire. Donc il préfère, il veut pas que sa visite dans ces conditions suscite des débats autour de cette question, donc il préfère reporter sa visite, qui est aussi
reporté en raison de l'attitude un peu trouble d'Adolphe Thiers au pouvoir. Adolphe Thiers dont l'arrivée au pouvoir avait été perçue comme devant permettre la restauration du comte de Champmort, et qui finalement va vite rallier à une république conservatrice. C'est après la chute d'Adolphe Thiers justement que le comte de Paris fait cette visite, hein. En septembre 1873, il se rend à Frosdorf, donc au château que possède, qu'habite le comte de Chambord, et il procède à son acte perçu par les légitimistes comme une soumission, en tout cas une réconciliation. Donc épisode qui est une des étapes de la fusion entre les partis orléanistes et légitimistes. Et le comte de Paris se montrera parfaitement loyal toujours à sa parole, puisque lorsque le comte de Chambord refusera à nouveau de monter sur le trône pour la dernière fois au début de l'automne 1873, la Chambre voudra proposer une lieutenance générale du royaume au comte de Paris, à d'autres membres de sa famille, ce que refusera donc le comte de Paris. Le comte de Paris a consacré à cette visite à Fronsdorf une longue lettre, d'ailleurs, que j'ai reproduite en annexe de mon ouvrage, donc où il détaille donc son arrivée, les sujets, il survole un peu les sujets qu'il a abordés. Donc il n'a pas abordé de questions politiques, il s'est entretenu par exemple du Second Empire, Napoléon III. Il a discuté un peu de l'impératrice Eugénie, de la guerre de 1870, et a présenté, a déclaré que les principaux ennemis des royalistes étaient les radicaux et les bonapartistes. Bonapartiste qu'il craint particulièrement. On voit d'après plusieurs sources, hein, un écrit, un passage des souvenirs, par exemple, du François Guizot, hein, qui a décédé en 1874, qui reçoit la visite du comte de Paris en 1873, ou des lettres adressées à certains correspondants. Le refus du comte de Chambord de monter sur le trône en 1873 amène le comte de Paris à se mettre un petit peu en retrait de la vie politique. Comte de Paris, quand même, qui a tout fait pour essayer de faire en sorte que cette restauration soit un succès, écrivant à certains députés un petit peu flottants, un petit peu hésitants, pour qu'ils votent en faveur de cette restauration. Il se retire donc au château d'Eu en Normandie, qu'il fait restaurer par Viollet-le-Duc. Il y mène une vie qui est simple, avec une étiquette qui est réduite au strict minimum. Certains royalistes jugent même que sa manière de vivre ne convient pas à son rang, et donc le critique sur ce point. Il y a la marquise de Breteuil qui, par exemple, est de cet avis et qui écrit dans ses souvenirs qu'on le voyait souvent la cravate de travers et puis portant un chapeau de paille que l'on croirait pris à l'un de ses jardiniers. Donc il s'occupe de ses jardins, il s'occupe de la restauration du château qui dure plusieurs années. Il procède à des actes de charité, il fait mettre en place, par exemple, ce qui s'appelle les fourneaux économiques, c'est la distribution de repas chauds à un faible prix pour les pauvres des environs. Il veut contribuer à l'édification d'une école primaire. Il fait paraître aussi à cette même période, alors c'est la fin de l'année 1873, un ouvrage sur la situation des nouveaux ouvriers en Angleterre, où l'on peut deviner ces opinions sociales. C'est un compte-rendu extrêmement détaillé de la situation des ouvriers en Angleterre, qui va être d'ailleurs porté à la connaissance des députés, hein, de l'Assemblée nationale pour leurs travaux. Mais on devine, parfois il procède à des éloges à l'égard de la législation anglaise. Par exemple, il se montre favorable
au développement de l'instruction publique, voir sa généralisation et sa gratuité, une meilleure protection des ouvriers au travail, la participation des ouvriers aux résultats de l'entreprise, ou encore au développement des sociétés de secours mutuels qui devraient assister les ouvriers en cas d'accident, de vieillesse, etc., de maladie. Donc j'en arrive en 1883. La famille s'est bien agrandie. Ils ont à cette date-là, ils ont 7 enfants, dont 2 qui sont morts néanmoins en bas âge. C'est le comte de Chambord décède en cette année 1883, ce qui va ramener le comte de Paris à la vie politique. Donc depuis 1873, des choses sont néanmoins la situation politique a fort bien évolué. L'Assemblée n'est plus aux mains des royalistes, elle est passée aux républicains en 1876, basculement qui est confirmé par les élections de 1877 consécutives à la dissolution manquée pensée par MacMahon. Jules Grévy, le premier président de la République républicain, a succédé à MacMahon en 1879. Le Sénat a basculé aussi du côté des Républicains. Donc la situation est quand même plus compliquée. Les élections de 1880 ont été absolument désastreuses, aussi bien pour les royalistes que pour les bonapartistes. Bonapartistes frappés par la disparition du prince impérial, le fils unique de Napoléon III, qui se déchirent entre eux. Les royalistes, l'échec des royalistes pouvant s'expliquer aussi par le refus du comte de Chambord de monter sur le trône en 1873, qui a décontenancé ses partisans. Donc il apprend la maladie du comte de Chambord, son cousin, à la fin du printemps 1883, et se rend donc voir son cousin, qui l'embrasse d'ailleurs chaleureusement donc au lit. C'est une scène assez émouvante qui est racontée par exemple le fils du duc de Nemours, le duc d'Alençon. On pense que le comte de Chambord va se rétablir après cette visite, que son état s'améliore, mais il y a une rechute et il finit par décéder en fin août ou début septembre 1883 de mémoire. Et un incident va éclater à la suite de ce décès, puisque la comtesse de Chambord, qui elle est radicalement hostile aux Orléans, qu'elle considère être des vautours, qui a été élevée dans la haine des Orléans, s'oppose à ce que le comte de Paris conduise le deuil en qualité de successeur, chef de la maison de France. La comtesse de Chambord demande à ce que les obsèques revêtent un caractère purement privé, familial, et que les membres de la famille soient placés selon leur degré de parenté. Donc, ce qui revenait à placer le comte de Paris derrière ses cousins espagnols et italiens. Et pour cette raison, le comte de Paris refuse de participer à ses obsèques. Le jour des funérailles, les légitimistes français présents affirment leur ralliement, plutôt confirment la succession du comte de Paris par une dépêche signée du marquis de La Rochefoucauld, donc un ancien légitimiste. Et dans les mois qui vont suivre ce décès, la fusion entre les partis orléanistes et légitimistes va se dérouler sans grands accrocs. Les sources de police et des renseignements généraux de l'époque sont assez clairs là-dessus. Un agent de police, je me souviens, écrit que le monde des châteaux abonde dans le sens orléaniste. Un autre écrit que Maurice d'Andigné se retrouve assez isolé, seul. Il y a que 2 personnalités, donc Maurice d'Andigné que j'ai cité et Joseph Dubourg, 2 anciens proches du comte de Chambord, qui penchent en faveur du prétendant espagnol, qui n'est pas d'ailleurs vraiment prétendant, puisque le trône de France ne l'intéresse pas alors vraiment. Toutefois, même si les légitimistes se rallient,
Certains d'entre eux sont assez méfiants parce ils craignent de voir arriver une seconde monarchie de Juillet. Ils craignent les idées du comte de Paris, son libéralisme, les idées parlementaires de la famille. Donc, ils lui demandent de d'endosser vraiment la succession politique du comte de Chambord, de s'inscrire vraiment dans la lignée du roi de France, du comte de Chambord. Par exemple, parmi eux, Monseigneur Frépel, qui est député, et Albert Demain, qui vont d'ailleurs rendre visite au prince assez rapidement et qui vont être rassurés par les propos tenus, tout en regrettant que le prince se montre méfiant à l'égard des légitimistes, qu'il considère un peu comme il veut éviter de trop pencher dans leur direction, de crainte de faire fuir le centre-gauche et le centre-droit dont ils pourraient avoir besoin au plan électoral et politique. Et le comte de Paris, donc dès sa prise on va dire en quelque sorte, la prise de fonction, va vraiment se mettre au travail. Il reçoit une correspondance absolument énorme aux archives nationales. Il y a plusieurs centaines de lettres qui sont conservées chaque mois de personnalités politiques, membres de l'aristocratie européenne ou française, de membres de la famille, etc. Et donc il se plonge dans la vie du parti royaliste. Il devient véritablement chef de ce parti. Et il est aidé en cela par une mémoire absolument prodigieuse et de grandes capacités de travail. C'est vraiment un homme de cabinet, assez austère. Il se lève à heure fixe, assez tôt le matin. Je crois que c'est 5 heures l'hiver, 6 heures, 6 heures l'hiver plutôt, 5 heures en été, 5 heures et quelques en été. Donc, il consulte les uns les autres, recommande tel candidat, tranche les conflits entre personnalités au niveau local. Donc, il est réellement impliqué dans la vie du parti. Et les élections de 1885 qu'il dirige, donc en tant que en tant que chef de la Maison de France, sont un succès relatif. Puisque les royalistes augmentent quand même largement leur score, ils triplent quasiment leur représentation par rapport à 1881. Le comte de Paris a choisi une stratégie on va dire, modération. Il tend la main des membres du centre-gauche qui sont effrayés par les républicains radicaux. Il tend la main aux bonapartistes. D'ailleurs, certains bonapartistes se rallient au comte de Paris, comme Paul de Cassagnac, dont j'ai fait la biographie, ou d'autres personnalités. Tristan Lambert, c'est un ancien proche du prince impérial. Le marquis de Breteuil, qui est devenu une grande personnalité royaliste, assiégé d'abord dans les rangs de l'appel au peuple, le groupe parlementaire bonapartiste en 1876. Donc, il tend la main à ces personnalités. Et il écarte les royalistes un peu trop véhéments, ce qu'il juge un peu trop sectaire, dans le but de faire un rassemblement le plus large possible. Il comprend que une restauration éventuelle ne se fera pas sans un appoint bonapartiste, voire républicain. Certains républicains étant d'anciens royalistes à cette époque. Donc cette stratégie a quand même un certain succès, même s'il ne parvient pas à obtenir la majorité. La droite, de manière générale, donc bonapartiste compris, obtient environ 46% des voix, ce qui paraît honorable et laisse certains espoirs. Donc sa présence en France dès lors est comptée. Alors déjà, en 1883, les républicains avaient pensé à le renvoyer en exil, ce comte de Paris, quand le prince Napoléon avait placardé des manifestes dans tout Paris. Certains républicains avaient déposé une proposition de loi renvoyant les chefs de famille régnés sur la France en exil, ce qui englobait
le comte de Paris. Et cet exil, le comte de Paris va repartir en exil en 1886 après le mariage de sa fille, Amélie avec le prince héritier du Portugal. Puisque à l'occasion de ce mariage, donc peu avant, la famille reçoit le prince héritier du Portugal au château d'Eu, puis à Paris, et le comte de Paris organise une grande réception à l'hôtel Galliera, qui est l'actuel hôtel Matignon, où est présente toute la haute société de l'époque, des hommes politiques, des hommes de lettres, des artistes, des hommes appartenant à la finance, comme les Rothschild de mémoire, et des diplomates étrangers. Et dans les jours qui suivent, ou les semaines qui suivent cette réception, les républicains déposent une nouvelle loi visant à renvoyer le comte de Paris en exil. Cette réception de l'hôtel Galliera étant considérée comme une véritable démonstration de force par le président du Conseil d'alors, Charles de Freycinet. Le comte de Paris avait voulu donner à cette réception un caractère privé, même si dans une lettre, j'ai relevé la phrase que les Français comprendront à propos de cette réception ce qu'on ne leur dit pas, c'est-à-dire que la monarchie a quand même plus d'appui et de prestige que la République. Le comte de Paris fait un voyage au Portugal où il assiste donc au mariage de sa fille, un mariage qui se fait en grande pompe avec des cérémonies fastueuses. Et c'est peu après son retour en France que la loi d'exil le frappe. Et sa fille Amélie d'ailleurs se montrera toujours très attristée dans ses lettres. J'en souviens plus d'en avoir lu plusieurs en ce sens, attristée de voir que c'est son mariage qui a causé l'exil, enfin le deuxième exil de son père, se sentant presque responsable, ou en tout cas en partie responsable. Le comte de Paris vit d'ailleurs très mal ce nouvel exil. Il avait essayé de le retarder, de l'éviter, en ne lançant pas de grands manifestes ou de grandes déclarations, donc avant son départ en 1886, pour ne pas s'attirer les foudres des républicains. D'ailleurs, cette relative abstention sur le plan politique chagrinait certains royalistes. La marquise de Breteuil écrit par exemple que c'est le comte de Paris qui aurait écrit le manifeste de la droite en 1885, mais qu'il aurait été signé des députés de la droite pour ne pas qu'il soit visé par une loi d'exil. Il part au Tréport, donc près du château d'Eu, lors d'une cérémonie décrite par exemple, le royaliste Albert Demain qui est présent. Et c'est d'ailleurs l'occasion, cet exil, du premier manifeste du comte de Paris, qui se termine par la République a peur, enfin, je n'ai plus les mots exacts, mais la République a peur, elle me montre du doigt, et à l'heure décisive, je serai prêt. Les préfets prennent au sérieux cette affaire puisqu'ils font arracher tous les manifestes placardés sur les murs de France. Cet exil et puis la volonté de renverser la République explique l'engagement du comte de Paris dans l'aventure boulangiste. Le ministre de la Guerre, le général Boulanger, après son exclusion du ministère, fait des propositions aux royalistes, s'engageant à restaurer la monarchie en échange du ministère de la Guerre ou alors de la direction de l'armée, selon les déclarations. Le comte de Paris se méfie de ce général Boulanger qu'il perçoit comme un ambitieux et ne lui versera jamais un centime, les fonds venant du parti royaliste et pas d'argent personnel du comte de Paris. Le comte de Paris rencontre d'ailleurs ce général Boulanger à Londres en 1889, l'année des élections.
une entrevue qui est assez pénible pour le comte de Paris et qui avait été demandée par le général Boulanger. Le général Boulanger arrive chez la duchesse d'Uzès, où doit se dérouler la rencontre. Et ce général Boulanger patiente, fait part de son impatience à la duchesse d'Uzès. Et quand il voit le comte de Paris arriver, comte de Paris qui lui dit bonjour mais en général, le général Boulanger lui répond bonjour mon capitaine, ce qui a dû agacer le prince. Ce rendez-vous, d'ailleurs, enfin cette rencontre dure une vingtaine de minutes où il discute de l'abrogation des lois d'exil, du retrait de ce que le comte de Paris appelle les lois d'exception, dont l'école laïque et obligatoire, mesure sur laquelle veut absolument revenir le comte de Paris, surtout pour le caractère obligatoire, le caractère laïque de l'époque, de l'école. La loi d'exil, le service militaire imposé aux séminaristes que le comte de Paris peut voir retirer. Les élections de 1889 sont un échec. Le boulangisme s'effondrant au moment des élections en octobre. Et les dessous de la collaboration du parti royaliste et du parti boulangiste étant révélés l'année suivante, en 1890, par un ancien boulangiste, Mermex, qui consacre donc un feuilleton en quelque sorte dans la presse à cette collaboration et à l'aventure boulangiste. Le parti boulangiste se retrouvant éclaboussé, et puis le comte de Paris également, comte de Paris, qui choisit d'endosser la responsabilité de l'affaire dans une lettre rendue publique, dans laquelle il écrit qu'il s'était servi de tous les instruments que lui laissait la République pour essayer de la renverser. L'échec du boulangisme entraîne aussi le ralliement l'année suivante, en 1891, le pape expliquant que d'abord par l'intermédiaire de la Vigerie, puis directement que la République n'est pas un régime qui mérite une hostilité particulière de la part des catholiques, un régime aussi valable que les autres, et donc appelant implicitement les catholiques à accepter les institutions pour y rentrer et combattre les lois anticléricales. Et donc c'est une période difficile pour le comte de Paris, qui est très attristé par le ralliement. Il est déçu de voir certaines personnalités se rallier à la République, personnalités pourtant qu'il avait conviées régulièrement, qu'il considérait être des amis. Et à cette même période, il souffre de la maladie qui va entraîner son décès, une obstruction intestinale. Donc, il s'est déclaré en 1889. Le comte de Paris ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. D'ailleurs, il fait en 1889 une offrande à Notre-Dame de Lourdes pour demander un répit, pour pouvoir terminer d'ailleurs l'aventure boulangiste, avec la collaboration avec le parti boulangiste, et probablement le mariage avec son fils. Fils qui lui pose aussi des soucis à cette même période. Donc il a quand même les dernières années du comte de Paris sont particulièrement difficiles, puisqu'il a donc des problèmes, des déceptions politiques, l'échec du boulangisme, le ralliement, la révélation des dessous de l'affaire boulangiste, de graves problèmes de santé, et puis son fils qui le déçoit terriblement. Fils d'abord qui dit vouloir se marier épouser sa cousine, fille des Chartres, mais qui finalement change d'avis. Le duc d'Orléans aussi, qui rentre en France pour faire son service militaire. Il était sous la conduite de son gouverneur en Suisse pour donc des études militaires. Il rentre en France, il se présente à Paris pour faire son service militaire officiellement, et il se fait incarcérer. Donc le fils, le duc d'Orléans, se fait incarcérer à Paris pendant plusieurs mois, donc pour présence sur le territoire national en violation des lois d'exil.
Il obtient d'ailleurs à cette occasion le surnom de Prince Gamel, puisqu'on reproche dans la presse au duc d'Orléans de manger des plats un peu trop raffinés en prison. Et quand le duc d'Orléans apprend ça, il s'exclame ah mais je ne demande que la gamelle, donc surnom qui lui reste accolé, le surnom de Prince Gamel. Sauf que cette petite aventure en France a été soufflée au duc d'Orléans par un journaliste royaliste, Arthur Meyer, qui est un partisan de l'abdication du comte de Paris. Et Arthur Meyer va accélérer le retrait du comte de Paris en mettant son fils en avant. Arthur Meyer juge que le comte de Paris n'est pas assez audacieux, pas assez courageux, et qu'il n'y a plus rien à attendre de ce prince, donc il est temps de passer au plus vite à Philippe VIII. Alors quand le comte de Paris apprend ça quelques mois plus tard, il est véritablement effondré, fait part de sa déception à ses correspondants. Après, le fils aura des aventures à droite à gauche avec plusieurs maîtresses, dont une certaine Nelly Melba, une cantatrice, qu'il ira voir jusqu'à Moscou, cachant cette visite à Moscou à son père. Il se présente il rentre, il va à l'opéra, pardon, voir donc sa bien-aimée incognito, mais reconnu par des membres de la famille impériale russe, ce qui cause quelques soucis diplomatiques. Donc, le comte de Paris essaie à sa hauteur de combattre le ralliement. Il rejette la distinction établie par le pape et ses soutiens entre loi anticléricale et république, expliquant que l'anticléricalisme est consubstantiel à la République et fait partie véritablement de l'ADN de la République, et assiste au désastre électoral de 1893, ces dernières élections où la droite s'effondre véritablement, mais où les ralliés n'obtiennent pas non plus de succès. C'est en septembre 1894 que le comte de Paris va décéder en Angleterre à l'issue d'une longue agonie. Durant les derniers mois de ses existences, il est dans un état épouvantable. Il fait une visite au Danemark. Le représentant de la France sur place décrit le comte de Paris comme vieux et courbé au ministre des Affaires étrangères, et avec une mine très triste. Quand il revient d'Espagne, où il passe tous ses hivers, en 1894, un royaliste, le comte d'Aucenville, qui dirige le parti, écrit que ce n'est plus qu'un cadavre soutenu par la volonté. À la fin, il prend des aliments liquides et finit même par cesser de s'alimenter. Et il fait malgré tout preuve d'une grande dignité dans ses derniers instants, donc durant ces 7 jours d'agonie. On l'entend plusieurs fois implorer Saint-Louis. Saint-Louis priait pour la France. Saint-Louis venez me prendre. Il patiente donc 7 jours après les derniers sacrements. Et cette référence à Saint-Louis ayant été suggérée par Monseigneur Dulst, son ami et puis aussi confesseur, qui lui avait fait observer que ce roi, Saint-Louis, était mort sur la terre étrangère au même âge. Et cette prière du comte de Paris sur son lit de mort donc sera d'ailleurs posée sur son mausolée à Weybridge, et je suppose qu'elle figure toujours encore sur le mausolée du comte de Paris à Dreux aujourd'hui. J'ai dressé en 45 minutes rapidement la vie de ce comte de Paris que je trouve assez admirable. Je considère que ce comte de Paris est un personnage avec une grande hauteur de vue, une grande hauteur d'âme, injustement oublié,
On n'en parle jamais. Il n'y en a que pour le comte de Chambord. Je ne connaissais pas avant de m'y intéresser. Hein. Donc je suis plongé dans la vie du Parti royaliste, étant plutôt intéressé à la base par Napoléon III et le bonapartisme. Et ce prince est intéressant donc dans cette période particulière de l'histoire de France, permettant donc d'approcher la vie de ce parti royaliste qui demeure puissant électoralement, en tout cas jusqu'au ralliement, donc jusqu'au début des années 1890. 1890. Et je vais pouvoir répondre à vos questions s'il y en a ou revenir sur certains points. Merci beaucoup. Merci Thibault. Donc, vous avez les uns et les autres la parole, pas tous en même temps, mais je vous en prie, qui commence? J'aurais une question à poser, on m'entend? Oui, on t'entend, oui, oui. Vous n'avez absolument pas parlé des rapports qu'il pouvait avoir avec la reine Victoria. Ah oui, de toute façon, je ne pouvais pas tout aborder. La famille d'Orléans est une proche proche de la reine Victoria. J'ai pas beaucoup d'éléments donc à exposer, mais quand il est enfant, il déjeune plusieurs fois en compagnie de la famille royale. Et même avant son exil en Angleterre, je parle de son premier exil en 1848, il rencontre la reine Victoria à l'occasion de sa visite en France au château d'Eu. Donc le comte de Paris est présenté à la reine Victoria. Quand il part en exil en 1886, il demande donc la permission de séjourner en Angleterre à la reine Victoria, lui rappelant son grand-père Louis-Philippe, et la reine Victoria lui répond en français en lui accordant l'hospitalité. Et le comte de Paris voit fréquemment le prince Albert. Oui, parce que la reine Victoria était très proche de l'impératrice Eugénie. Oui, effectivement, elle était proche à la fois des Orléans et des Bonaparte. Oui. Oui. Bon. Et le prince Gamel, il s'est marié avec qui? Après, j'avoue qu'au-delà, je suis pas un peu un spécialiste des Orléans. Au-delà, Philippe VIII, je suis intéressé donc à son enfance. J'ai parlé de sa relation avec une des filles des Chartres, Marguerite d'Orléans. Je voudrais pas dire de bêtises sur son mariage. Je pense que certains ici peut-être seront mieux que moi. D'ailleurs, il est mort sans enfant, le duc d'Orléans. Je sais plus avec qui il s'est. Ainsi que le fils du comte de Paris. Il a été marié pendant 6 mois, sa femme s'est échappée de France et ils ne se sont plus revus jusqu'à la mort de chacun. Ça a été un mariage qui a duré 6 mois avec une princesse allemande. Je me souviens plus du nom. Mais lui, il a couru le monde il a couru le monde. Ah oui. Et pas seulement le monde, à mon avis, d'ailleurs, parce qu'il a se courir beaucoup. Et il ne s'était pas du tout intéressé, en fait, à la gestion du Parti royaliste. C'est Philippe VIII. Et malheureusement, peut-être, c'est une autre organisation politique royaliste qui a tenu les rênes du cordon et qui a réfléchi à sa place. Oui. Le comte de Paris et son fils avaient des caractères véritablement opposés. Le père, grand travailleur, homme de cabinet, bureau. Le père n'a jamais eu de maîtresse, alors que le duc d'Orléans, c'était tout l'inverse. Un coureur de jupons, un grand explorateur, assez courageux néanmoins, mais assez peu, aussi bien dans son enfance que par la suite. Ce n'est pas un homme de cabinet, pas un homme de... Non, je suis en train de lire en ce moment justement un livre de mémoire d'un de ses précepteurs. Donc, effectivement, c'était pas un modèle de vertu. Ah oui, effectivement, j'ai lu quelques lettres de ses précepteurs. Mais il y a eu des livres, et Régine, c'est lequel? C'est Édouard Baucher, non? Ou un autre? Non, c'est un autre.
Je peux aller Oui, chercher. les mémoires Je l'ai sur ma table de nuit, sont peu alors. élogieuses. Oui. Bon, C'est le colonel de Parseval. Alors, c'était pas le précepteur, mais c'était le gouverneur du duc d'Orléans qui écrit certaines lettres qui sont assez terribles pour le pauvre duc d'Orléans. Hein. Par exemple, sur son voyage en Inde, par exemple, lors de pour la traversée, le Parseval avait amené des livres très divers sur le gouvernement anglais des Indes, etc. Et il écrit que le duc d'Orléans ne s'est intéressé à rien du tout, s'est contenté de lire Alexandre Dumas. C'est consacré à la lecture d'Alexandre Dumas. Hein. Vous aviez écrit dans votre... Il se consacrait à la lecture sur le bateau qui devait le mener en Inde, qui durait des mois, hein, qui se consacrait à la lecture des derniers romans d'Alexandre Dumas. Oui. Mais pas du tout à des documentations sur l'Inde. Oui, c'est ça. Que vous écrivez. Et même sur sa conduite en Inde, il aurait participé à des scènes honteuses, on ne sait pas lesquelles, avec des soldats anglais, enfin des membres de l'armée anglaise. Il a jeté la voile pudique. Oui. Oui. Il était très discipliné. Alors, attention au micro qui reste ouvert parce qu'il y a des échos bizarres en ce moment. Quand vous ne parlez pas, coupez bien, s'il vous plaît, vos micros et même les caméras. Ça simplifie les choses. Mais le retrait politique de Orléans, c'est 1910 en fait, parce que c'est la campagne menée par l'Action française contre son secrétaire, le comte de la Règle, qui a été une campagne d'une violence extraordinaire, et après le duc d'Orléans, qui n'est pas un grand esprit politique, s'est retiré de tout, écœuré par ces conflits internes au milieu royaliste. Voilà. Mais il avait fait quelques déclarations, celle sur la fortune anonyme et vagabonde, qui respirait son antisémitisme, et qui, a eu certainement des conséquences sur bien des choses. Voilà. Mais c'est vrai, il n'était pas fait, le pauvre duc d'Orléans, pour assumer un rôle partant extrêmement difficile. Vous mettez en avant, anecdotiquement, mais de façon intéressante, le fait que l'un des oncles du comte de Paris, et non des moindres, le duc d'Aumale, lui déconseillait fortement ses accointances avec le général Boulanger. Il était très opposé à toute l'aventure du boulangisme, Aumale. Et c'était une des figures les plus importantes auprès même de l'opinion publique, même non royaliste. Aumale avait un prestige, était peut-être le plus prestigieux des Orléans à l'époque. Oui. Et il lui déconseillait fortement ses aventures avec Boulanger. Hein. Oui, le comte de Paris et le duc d'Aumale s'entendaient assez peu, en tout cas sur les sujets politiques. Hein. Ben oui. Il y a le fameux épisode du nom, après le décès du comte de Chambord, le duc d'Aumale voulant que le comte de Paris prenne le nom de Louis-Philippe II, et puis le comte de Paris choisissant Philippe VII pour s'inscrire, dit-il, dans la lignée des rois. Et puis les manifestes du duc d'Aumale, les manifestes du comte de Paris qui chagrinaient le duc d'Aumale, les voyant comme d'un autre temps. La donation aussi de Chantilly à l'Académie française a été mal acceptée. Alors le comte de Paris, il y a quelques éléments contradictoires, donc le doute est permis, mais en tout cas la comtesse de Paris était très hostile. Qui demande la parole? Guillaume. Guillaume a demandé la parole. Oui, Guillaume, alors. Guillaume. Vous avez en fait la liste effectivement d'un homme qu'on a relativement oublié. Étant royaliste, je me suis très peu intéressé, donc vous voyez, je suis le parfait exemple de ce personnage relativement oublié de l'histoire.
qu'est-ce qu'il pense, parce qu'il y a une grande évolution avec la monarchie de Juillet, enfin avec ce qu'a connu lui petit et son grand-père, c'est le suffrage universel, puisque c'est une des choses qui mettra à bas, qu'aurait pu sauver potentiellement la monarchie de Juillet, et qui malheureusement l'enterrera. Qu'est-ce que lui pense justement de ça, puisqu'effectivement vous expliquez que la République est un anticléricalisme, on voit qu'il y a une forme de retour pas une forme de contre-révolution, mais presque il y a un retrait de Philippe d'Orléans par rapport aux opinions de son grand-père, puisque son grand-père avait l'air beaucoup plus libéral que le petit-fils. Oui. Et le grand-père avait l'air beaucoup plus en acceptation de toutes les grandes réformes révolutionnaires que son petit-fils, puisque son grand-père était, si je ne me trompe pas, athée ou au moins agnostique, ce que n'a pas l'air d'être Philippe d'Orléans. Ouais. Donc, qu'est-ce que justement il pense des grandes réformes, et surtout la réforme du suffrage universel, qui est quand même une grande nouveauté qui arrive avec la Seconde République? Alors, je n'ai pas trouvé d'écrit très développé du Comte de Paris sur le suffrage universel. Il semble l'accepter. Après, est-ce qu'il regrette le temps du suffrage censitaire? Rien vu à ce sujet. En tout cas, il l'accepte complètement. Selon lui, le retour de la monarchie doit être sanctionné par un plébiscite, on dirait un référendum aujourd'hui. Il dit de toute façon qu'on doit faire avec. Il écrit à un de ses correspondants, à Charles Gavard, que proposer le retour au suffrage censitaire, ce serait comme proposer le drapeau blanc français, ce serait inacceptable. Donc on doit faire avec. Et il juge que le parlementarisme de son grand-père n'est pas compatible avec le suffrage universel. Sa conception de la monarchie est beaucoup plus autoritaire que celle de son grand-père et ressemble assez à celle du Second Empire, avec un pouvoir exécutif concentré aux mains du roi et de ses ministres, qui fait tout, qui propose les lois, qui peut s'opposer aux propositions de loi de l'Assemblée. Voilà. La seule différence avec finalement la différence majeure avec la Constitution impériale de 1852, c'est la garantie des grandes libertés, la liberté de la presse, etc. Mais pour ce qui est les pouvoirs du gouvernement, de l'Assemblée, etc., on est beaucoup plus proche de Napoléon III que de la Troisième République. Oui. Bon, ça encore, il se séparait de deux de ses oncles qui étaient des princes libéraux dans la suite de Louis-Philippe, leur père, qui étaient Joinville et Aumale, qui étaient tout à fait partisans à l'abandon du système censitaire et qui étaient très peu tentés par des systèmes de référendum plébiscitaires à la Napoléon. Il avait en fait sa parenté la plus grande parmi ses oncles, c'était avec le deuxième, c'est-à-dire avec celui qui était le plus proche de l'Ancien Régime, c'est-à-dire avec Nemours, qui avait failli être régent, en fait, au départ de Louis-Philippe. Oui. Et une formule que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai découvert de la part d'un journaliste républicain, orléaniste par naissance, légitimiste par héritage, bonapartiste par contrefaçon. Il s'est défendu du fait d'être bonapartiste, il a rejeté cette accusation, mais bon, il y a quand même des influences sous l'influence, je pense, des anciennes personnalités bonapartistes et puis légitimistes. Les légitimistes étant assez proches idéologiquement, en tout cas d'une partie des bonapartistes. Pierre de Coubertin a écrit dans un de ses ouvrages que les légitimistes auraient bien aimé que le comte de Chambord gouverne à la façon de Napoléon III. Ouais. Anecdotiquement, il y a un des proches du comte de Paris, du premier comte de Paris, qui avait son âge, qui est maintenant le beau-frère du comte de Paris actuel aussi. On rencontre Dossonville, qui est le directeur du château de Chambord à l'heure actuelle, qui est en fait un descendant d'un
et qui est marié avec la sœur de la comtesse de Paris actuelle. Oui, j'avais vu ça, c'est curieux. On retrouve cette famille de Sanville proche du comte de Paris actuel. Oui, oui. Qui était partisan d'une monarchie à Louis-Philippe, Aussonville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la sociologie du Parti royaliste à la fin du XIXe siècle? Par sociologie, la sociologie électorale, qui vote royaliste, quelle fraction de la population? Parce que quand on lit votre livre, on voit le comte de Paris entouré de grands noms, parfois des gens à particules, d'excellentes familles, etc. Mais il y a aussi tout un peuple royaliste à l'époque. Alors c'est assez dur de détailler cela, puisque bon, j'ai jamais rien vu d'ailleurs sur la sociologie électorale et différents partis à cette époque. Alors est-ce que en tout cas je me suis beaucoup intéressé à l'histoire politique de cette période, mais rien. Après, si on se base sur les régions, enfin les départements plutôt, où les royalistes enregistrent de très bons scores, il y a un peu de tout, puisque bon, le Nord industriel, c'est quand même plutôt bonapartiste, même s'il y a des élus royalistes. Le Nord qui est quand même ouvrier. On a tout le littoral, la Bretagne, ouest de la France. Bon, donc on a quand même un peuple de paysans, d'artisans qui sont royalistes. C'est pas seulement d'ailleurs la bourgeoisie des villes vote républicain. Majorité. Les grandes villes françaises, cette époque, penchent du côté de la République, même assez largement. Donc, ce sont les masses rurales qui donnent leur voix aux royalistes et même d'ailleurs aussi aux bonapartistes. Après, en rentrer dans le détail, ça me paraît assez difficile. En tout cas, j'ai pas connaissance de travaux sur la sociologie électorale, s'il y en a. Très bien, merci. Oui. Les régions où les royalistes ont des élus, est-ce que ce sont des régions restées de pratiques catholiques ou pas spécialement? Aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre. Il y a la Bretagne, bâton royaliste, la Vendée. Après, pas particulièrement, je crois, non. Oui. Ben ça a été compliqué parce que l'orléanisme, en tout cas celui de Louis-Philippe, baigne dans une tradition anticléricale extrêmement forte, qu'on a oublié après, mais enfin dont l'avant-dernier, enfin le comte de Paris, Henri, je ne sais pas comment on fait maintenant pour les appeler, parce que c'est Henri, comte de Paris, le contemporain du général de Gaulle, était resté dans cette tradition assez anticléricale, et il avait encore le souvenir du ralliement. L'Église, pour lui, dans ses conversations privées, c'était encore l'Église qui avait fait le ralliement, qu'il interprétait comme un coup de poignard dans le dos de la famille royale. Voilà. Mais après, les choses effectivement ont changé, et sans doute que l'apport des voix légitimistes au parti royaliste après la fusion a recatholiciser un électorat qui ne l'était pas nécessairement. En tout cas dans les villes. À la campagne, bien sûr, les gens étaient plutôt catholiques et le sont restés très longtemps, en fait, jusqu'à la condamnation de l'Action française. Oui, Patrick. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu la fusion entre les légitimistes et puis les Orléans, en fait, la monarchie libérale parlementaire. Et je pense que cette monarchie de Louis-Philippe, enfin ces royalistes partisans de Louis-Philippe, étaient beaucoup plus urbains
et beaucoup moins des catégories paysannes qu'on retrouvait dans l'Ouest, mais qui étaient plutôt légitimistes. Et c'était plutôt le côté légitimiste sur toute la France de l'Ouest, d'ailleurs, du nord au sud, enfin de la Normandie jusqu'aux frontières espagnoles, le long de l'Atlantique, c'était plutôt légitimiste. Alors que c'était dans les villes qu'on trouvait l'autre monarchie libérale, qui était Louis-Philippe, proche de Louis-Philippe. C'était moins des paysans de ce côté-là, c'était plus une France urbaine et peut-être même une France des débuts des usines, comment dire, ce n'est pas le même public en fait, ces deux partis monarchistes. Même chose dans le sud, le Midi blanc, dont nous avons connu les derniers survivants, était un Midi catholique. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Guillaume a demandé la parole. Alors, Guillaume, s'il te plaît. Oui. Vous dites que donc il est en exil, et du temps du Second Empire, il voyait Napoléon, je ne sais pas si vous avez peut-être pas placé le mot usurpateur, mais un peu comme un usurpateur, une personne qui galvaude une partie de ce que pourrait être un régime monarchique. Mais est-ce que justement, et vous expliquez qu'il a une crainte des bonapartistes après 1871, qu'il voit comme des gens qui, je sais pas, pourraient peut-être se retourner contre lui. Et est-ce que après la mort du fils unique de Napoléon III, voit-il toujours cette crainte justement des bonapartistes, des personnes qui pourraient être des personnes dont on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment, des personnes qui pourraient être dangereuses pour le parti royaliste? Oui, ce sujet m'a intéressé. En tout cas, je ne vois plus après 1880, je crois que 1880 c'est le dernier, de déclaration du comte de Paris très hostile aux bonapartistes. Il me semble qu'il est tempéré un peu son anti-bonapartisme. Après, est-ce que c'était la question, c'est est-ce que c'était un simple calcul ou est-ce que c'était sincère? À mon avis, c'était en partie sincère. Puisque des bonapartistes, d'anciens bonapartistes, sont rentrés dans son entourage. Il y a Tristan Lambert qui est un correspondant très régulier qu'on voit dans ses correspondances. Paul de Cassagnac, je l'ai évoqué. Donc, à mon avis, il s'est quand même plutôt rapproché, à mon avis, à mon sens, des bonapartistes, même si les sources manquent là-dessus. Et ça, à mon avis, il y avait une part de conviction. Et après, bon, il s'est jamais. Quand le prince impérial est mort, il a quand même écrit un beau courrier à un correspondant, disant que c'était un drame horrible. Il a envoyé il a présenté ses condoléances à l'impératrice Eugénie. Et puis au sujet des bonapartistes, il considérait le prince. Alors, il y a une scission dans le parti bonapartiste entre le prince Jérôme, cousin de Napoléon III, et le prince Victor, le fils du prince Jérôme. Parce que le prince Jérôme avait des opinions républicaines, il était assez brillant intellectuellement, mais colérique aux opinions républicaines, anticléricales. Le prince Victor paraissait être plus à droite. Il n'aimait pas le comte de Paris n'aimait pas le prince Jérôme. Et il considérait son fils, le prince Victor, comme encore plus médiocre. Donc, bon, il avait une piètre opinion de ses concurrents Bonaparte, donc à cette période, hein, après le prince impérial. Et donc, pour les bonapartistes, bon, je m'avance peut-être un peu puisque les sources manquent, mais je pense que il a sincèrement évolué dans le sens du bonapartisme. Très bien. Quelle autre question? Oui, Bertrand, j'ai demandé la parole. Patrice. Oui. Pouvez-vous nous dire d'où lui vient son intérêt pour la question sociale? Alors, d'où ça vient, c'est compliqué à dire. Il y a une part de tempérament, sa position aussi. À l'époque, c'est l'époque quand même où tous les grands notables, les grandes figures font la charité. Hein.
Donc d'où ça vient, je suis un peu de mal à répondre. Hein. Les premières manifestations que j'ai pu repérer, c'est en Angleterre, au retour de la guerre de sécession, avec ses visites dans les manufactures anglaises, après au cours de son enfance, après je vois. Et dans son entourage, après, je suis pas un spécialiste des Orléans en général, donc peut-être que quelque chose m'a échappé, mais je vois pas à première vue d'où ça peut venir spécifiquement dans son entourage. Bon, il y a des membres de sa famille évidemment qui ont fait des actes de charité, mais en tout cas, dans ma position, je peux pas en dire beaucoup plus. Hein. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'influence du catholicisme social de l'époque, qui était d'ailleurs plutôt d'orientation légitimiste. On pense naturellement à Albert de Mun, qui s'était rapproché. Qui après s'était rapproché de la famille d'Orléans, mais il y a pas, on n'a pas l'impression que d'une influence directe de ce courant. Et en lisant votre livre, on a plutôt l'impression que le comte de Paris a fait ça directement de sa propre initiative. Il s'est intéressé, il était en Angleterre, il a voulu voir ce que c'était que les ouvriers de la grande industrie. Voilà, ça l'a préoccupé de cette manière-là, beaucoup plus que sous l'influence de la tradition catholique sociale. Hein. Oui, je n'ai pas perçu d'influence d'un membre de sa famille. Après, bon, les sources sont toujours partielles. On fait avec selon ce que l'on trouve, mais je n'ai rien vu qui allait dans ce sens, dans le sens d'une influence, d'une éducation dans ces directions ou de l'influence catholique. Mmh. Question encore? Oui, non? On a fait le tour? Bah moi j'en ai peut-être bon. J'en ai peut-être une. Oui, je t'en prie, Guillaume. Enfin, était-il vous avez expliqué au début qu'il a visité, qu'il est au Moyen-Orient, qu'il a fait le tour de toute la région du Moyen-Orient. Il a été aux États-Unis. Il a même quitté effectivement la guerre les États-Unis pour la guerre, puisque les Mexicains rentraient en pleine guerre civile. Enfin, qu'en est-il de sa vision diplomatique et de ses rapports aux autres et monarchies et aux autres nations, puisque vous avez expliqué à un moment que son fils lui a fait faux bond en déclenchant un petit problème diplomatique en allant à Moscou retrouver sa maîtresse. Justement, qu'en est-il de la pensée diplomatique de Philippe d'Orléans sur toute sa vie, pas que l'ensemble de sa vie, quoi. Alors, il n'a jamais développé un programme de politique étrangère. Hein. Ce que je peux en dire, c'est que il était proche, on l'a dit déjà, de la famille royale anglaise. Il était assez proche aussi de la famille impériale russe. Il a vu le tsar ou des membres de sa famille plusieurs fois. Il a rencontré le tsar en 1874. Il a laissé un récit de sa rencontre avec les sujets abordés, etc. Il se méfie de Bismarck. Concernant les états du pape, en tout cas, il n'a jamais parlé de ce sujet dans ses lettres, ses correspondances ou en public. C'est que le pape avait dent contre le comte de Paris, puisque le comte de Paris avait rendu visite au roi d'Italie après avoir rendu visite au pape. Comme le pape se considérait prisonnier du Vatican et cherchait à retrouver son pouvoir temporel, ça l'avait fortement irrité. Et quant aux États-Unis, bon, il jugeait important d'entretenir une relation amicale avec ce pays,
Il est retourné aux États-Unis d'ailleurs en 1890 revoir ses anciens compagnons d'armes. Le régime républicain ne lui pose pas de problème, ne lui pose pas particulièrement de problème. Il explique que le régime républicain est naturel aux États-Unis, tout comme la monarchie et le régime historique et naturel de la France. Il pense que le régime républicain convient mieux au peuple anglo-saxon et la monarchie au peuple latin. Donc, il n'a pas de problème particulier avec ce régime politique. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai pu voir donc à ce sujet. Mais il n'a jamais, c'était pas tellement le thème politique abordé à cette époque. Même la colonisation, j'aurais aimé trouver des prises de position, même en privé, dans des lettres. Et finalement, j'ai pas trouvé grand-chose, seulement des choses assez contradictoires. Une source de police, mais il faut s'en méfier un tout petit peu, disant que il était plutôt en faveur de l'expansion coloniale. Et puis j'avais vu autre chose qui allait dans le sens contraire. Ah oui, c'était un manifeste dans lequel il expliquait que les républicains avaient gaspillé de l'argent et puis des vies humaines dans les expéditions coloniales. Donc même sur le plan colonial, est-ce que c'était un anticolonialiste ou non, c'est difficile à dire. La droite à cette époque était résolument anticoloniale, fera la mort sur la dans les années 90. Mais quelle était la position du comte de Paris? Il n'a jamais développé ce sujet. Très bien, chers amis, si vous n'avez plus de questions, on va libérer Thibaut Gandouli en le remerciant très vivement pour sa conférence. Naturellement, je conseille de lire ce livre qui est très complet, qui touche à, comme certains l'ont dit, à une partie peu connue de l'histoire du royalisme. Donc, c'est un livre à méditer.